Bienvenue à tous dans notre émission Politique Écho. Aujourd'hui, notre invité, un habitué des plateaux de TV Liberté, Charles Gave. Bonjour. Bonjour. Charles Gave, pour ceux qui ne savent pas qui vous êtes économiste fondateur de l'Institut des Libertés de GAFCAL, société de conseil. Vous êtes également l'auteur de nombreux essais économiques comme Un libéral nommé Jésus, que l'on abordera en fin d'émission, ou Cire surtout ne faites rien. Et d'ailleurs, Charles Gave, à propos de Cire, ou peut-être même de Triste Cire, qu'avez-vous pensé de l'intervention télévisée du chef de l'État du 10 décembre, lors de laquelle il a décrété l'état d'urgence économique et sociale? Mais écoutez, c'est une question intéressante. Je ne suis certainement pas le premier à répondre, parce que j'imagine que sur tous les plateaux de télévision, tout le monde est en train de demander à tout le monde ce qu'ils ont pensé du chef de l'État. Mais vous n'êtes pas tout le monde. Je ne suis, heureusement, chacun d'entre nous est totalement individuel. Donc je vais essayer de vous répondre comme ça. Quand M. Macron a été élu, j'ai écrit un papier, parce que j'ai l'écriture facile, dans laquelle je disais que, comme j'étais un bon citoyen, je souhaitais qu'il réussisse, mais en tant qu'économiste, j'étais certain qu'il allait échouer. Et cet échec est en train de devenir totalement évident. Et la raison pour laquelle il est en train d'échouer, c'est dans le fond, il faut revenir à la fameuse parole de Einstein, c'est que la définition de la folie, c'est de faire la même chose à chaque fois et d'espérer un résultat différent à chaque fois. C'est l'inverse de la sagesse. C'est l'inverse de la sagesse, on n'apprend pas de ses erreurs, ni des erreurs des autres. Et ce qui est très étonnant avec la classe dirigeante, dont M. Macron a été le représentant, l'élu, le porte-parole, etc., je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est qu'ils font la même chose depuis 30 ans, les Français à chaque fois disent qu'ils ne sont pas contents, et ils recommencent, c'est-à-dire de plus en plus d'abandon de souveraineté en ce qui concerne la France, de plus en plus de décisions prises par des gens que personne n'a élus et que personne ne peut virer en Europe, de plus en plus d'intervention de l'État, de plus en plus de poids de l'État dans l'économie, de moins en moins de liberté individuelle laissée aux Français. Et ils nous expliquent, parce qu'ils ont fait les meilleures études, ça va marcher. La seule chose qui marche, c'est la liberté individuelle. Si la technocratie marchait, l'Union soviétique aurait été le pays le plus développé du monde, il n'existe plus. Donc la France est en train d'essayer de développer avec l'Europe une espèce d'Union soviétique molle, qui échoue, pour la même raison que l'Union soviétique. Je vous donne un exemple assez simple. Il faut plus d'Union soviétique, en fait. C'est ce qu'ils disent tout le temps. En fait, moi, quand le mur de Berlin est tombé, j'ai pensé que ça y est, les gens comprendraient que la solution, c'était la liberté et non pas la technocratie. Mais en fait, la leçon qu'en ont tiré les technocrates français ou européens, c'est pas que la technocratie ne marchait pas, c'est que les technocrates russes étaient mauvais. Tandis qu'eux, ils étaient bons. Donc, ils allaient réussir. C'est l'espèce, comment dire, c'est une folie de surestimation de soi-même. Les sociétés actuelles sont tellement compliquées que personne ne peut les diriger. Il faut laisser la liberté avoir lieu dans le cadre d'une loi qui reste la même pour tous. Et eux, ils veulent changer la société, changer l'homme par l'intermédiaire de lois qui changent sans arrêt. Qu'avez-vous pensé, Charles Gave, de la mesure emblématique qu'a lancée Emmanuel Macron, à savoir augmenter de 100 € le SMIC? C'est vraiment... demander au patron, voilà, d'augmenter. C'est vraiment la preuve qu'ils ne comprennent rien, parce que si vous allez dans les pays où ces gens-là ne vont jamais, je ne sais pas, le Gers, l'Ariège, la Gascogne, enfin, vous voyez des coins comme ça, quoi. Vous vous rendez compte que ces gens-là veulent, les gens qui sont sur les barricades avec leurs gilets jaunes, c'est qu'on les entende, c'est qu'on les écoute, c'est qu'on les respecte, c'est que leurs désirs soient pris en compte. Et c'est pas en leur donnant un pourboire de 20% à la fin du déjeuner qu'à la place de 10%, qu'ils vont se sentir mieux. Donc c'est à la fois insuffisant et insultant. C'est-à-dire que un os pour le chien. Ouais. C'est une espèce de petit os, un petit truc qu'on leur a donné comme ça, et j'espère que maintenant vous allez rentrer à la niche, quoi. Mais c'est pas comme ça qu'on traite des citoyens, quoi. C'est les gens ont le droit. Alors pourquoi les gens sont révoltés? Ils sont révoltés pour une raison toute simple. C'est que ces gens qui vivent dans ces endroits où il n'y a pas de transport en commun, qui sont ces contrées lointaines où ils ne vont jamais. Les Français environ à 50 km des grandes villes. C'est ça, les Français à l'incertain. Il n'y a plus de transport en commun. Tous les investissements ont été faits pour les grandes villes et pour aller d'une grande ville à une autre.
L'espace entre les deux, c'est un espace qu'on a laissé. Il n'y a plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus de routes, plus de transports en commun, plus rien. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la seule façon de se balader d'un coin à un autre, c'est en voiture. Et donc, quand vous vous baladez en voiture, si vous avez, je sais pas, 1400 € de revenus par mois, et qu'il vous en reste 100 pour les choses qui vous amusent, le reste étant des choses que vous devez payer, que vous êtes obligé de payer, comme l'éducation des enfants, l'intérêt sur la maison que vous avez achetée ou j'en sais rien. Si le prix de l'essence augmente dans des proportions énormes, vous ne pouvez plus prendre votre voiture. Mais c'est la seule façon d'aller travailler. Et surtout pour les femmes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes sur les barricades, c'est la seule façon de s'occuper des leurs, d'aller s'occuper des petits-enfants, de se retrouver, d'aller voir leur grand-mère qui a la maladie d'Alzheimer ou j'en sais rien. Donc, en augmentant le prix de l'essence, vous tuez le lien social, qui est la seule chose qui reste dans ces pays, les familles qui se tiennent entre elles et qui réussissent. Mais pour qu'elles se tiennent entre elles, il faut qu'elles puissent aller d'un point à un autre. Et donc, ces gens-là tuent la charité privée, tuent les liens sociaux, et se retrouvent tout surpris quand les gens grimpent sur les barricades. Mais ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, vous savez, autrefois, on définissait la servitude comme vous étiez sur votre terre et vous ne pouviez pas en bouger. Eh bien, ils sont en train d'essayer de retransformer en serre la moitié de la France. Des gens qui ne peuvent pas bouger parce qu'ils n'ont plus les moyens. Mais c'est insensé. Ces Français, dites-vous, Charles Le Gave, sont en révolte contre l'État parce que l'État les ponctionne et qu'ils ne comprennent pas, ces Français, je cite, où passe leur pognon, je vous cite. Oui. Mais où passe leur pognon, Charles Gave? Eh ben, c'est pour ça qu'une des propositions... je me suis mis à supporter Nicolas Dupont-Aignan, parce que c'est un des rares qui a du courage. Donc, il y a des tas de choses où je ne suis pas d'accord avec lui, mais ça n'a aucune importance, parce que sur l'essentiel, on est d'accord. Et l'une des grandes idées de Nicolas Dupont-Aignan, c'est de dire qu'il faut faire un audit général des dépenses de l'État. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la moindre idée de où va tout ce pognon. Par exemple, si vous dites qu'il faut faire baisser les dépenses de l'État, le CGT de service, dans une réunion comme celle-ci, s'il n'y en avait jamais un qui venait, vous dira, mais vous voulez diminuer le don des infirmières, des policiers ou des instituteurs. Mais ça ne représente même pas 10% des dépenses de l'État, les policiers, les infirmières et les instituteurs. Donc, ce qu'on veut, c'est savoir où passent les 90%. On a aujourd'hui, en France, des dépenses de l'État qui sont 10% supérieures à ce qu'elles sont en Allemagne, en Italie, ou en Espagne, ou n'importe où, pour des systèmes sociaux qui sont à peu près similaires. Donc, il y a 10% de coulage, et j'aimerais bien savoir qui sont les bénéficiaires de ces 10%. Il doit y avoir des tas de gens qui touchent des montants de pognon extraordinaires, payés par la collectivité, et qui vont à des individus privés. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'on sache où ça, de façon à ce qu'on puisse couper ces dépenses inutiles, et qu'on fasse baisser les impôts des Français à due concurrence de la baisse des dépenses inutiles. Si vous faites baisser les dépenses de l'État de 10 milliards et que vous faites baisser la CSG de 10 milliards, les Français comprendront très vite. Parce que vous expliquez, Charles Gave, vous dites, voilà, depuis 30-40 ans, les présidents, les chefs d'État français ont fait passer beaucoup de réformes en France, en tout cas, ont fait avaler beaucoup de changements aux Français, mais au fond, l'État, la structure de l'État ne change pas. Ne change pas, il n'y a aucun changement. Et comme vous le savez, je suis un vieux marxiste, et ça vous avait échappé, mais Marx a quelques idées qui n'étaient pas mauvaises. L'une d'entre elles, c'était que l'infrastructure économique détermine la superstructure politique. Bon, c'est ce qu'on a eu au 19e. L'infrastructure économique, c'était d'immenses pyramides industrielles, si vous voulez, avec des dizaines de millions d'employés, les maîtres de forge, etc. Et pour contrôler ces gars-là, il fallait une plus grosse pyramide qui était l'État. Mais aujourd'hui, si vous regardez les économies de la connaissance dans lesquelles on est rentré, ce sont des structures complètement horizontales. Et l'État reste cette énorme pyramide. Donc vous avez une contradiction extraordinaire entre l'infrastructure économique, la croissance. Mettons que une partie importante de la croissance se passe par les ordinateurs, des 0 et des 1 dans un ordinateur, quoi que vous fassiez. Mais ces 0 et ces 1, vous pouvez les faire apparaître où vous voulez. En particulier à un endroit où ils sont très peu taxés, légalement. C'est pas de la fraude fiscale. Mais vous faites apparaître où vous voulez. Donc la capacité de prélever de l'argent pour l'État disparaît. Les créateurs de richesses réussissent à se mettre à l'abri. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les déficits budgétaires augmentent de façon extraordinaire et qu'un jour, on aura une faillite. Et que tous ceux qui comptaient sur l'État pour s'en sortir vont se retrouver très mal. Et donc ce que j'essaie de dire, c'est ce qu'a fait la Suède quand ils ont fait faillite en 92. Ils ont fait passer leur État d'une structure pyramidale à une structure horizontale. Il faut s'y mettre. On ne peut pas continuer à avoir
la pyramide de Khéops, quand on a les troupes d'Alexandre le Grand qui arrivent, quoi. Ça ne sert plus à rien. Vous dites, Charles Gave, que depuis 1789, cette révolte des Gilets jaunes est la première qui soit de droite. Qu'est-ce qui fait que c'est une révolte de droite? Parce que la plupart des autres révoltes s'étaient menées soit par les quartiers populaires à Paris, etc. Et c'était toujours une révolte des gens qui, bien sûr, travaillaient, parce que les gens de gauche travaillent autant que les gens de droite, mais contre ceux qui avaient plus. Tandis que là, on peut dire que c'est presque une révolte individuelle. Les gens demandent non pas à avoir plus, mais à vivre honorablement de leur travail et qu'on leur foute la paix. Donc, ils ne cherchent pas une solution collective. Ils disent, écoutez, je me débrouille très bien tout seul, si simplement vous arrêtiez de me sucer le sang. Donc, dès le moment où vous dites, laissez-moi tranquille, vous êtes de droite. Oui. Vous cherchez pas, où vous dites, le problème vient pas de moi, moi je travaille, je fais ce que je peux, c'est vous qui m'empêchez de travailler. Donc, dès le moment où un citoyen dit, j'ai ma solution et vous êtes le problème, il est de droite. S'il dit, c'est pas de ma faute, il faut que l'État m'aide, il est de gauche. Déjà, Charles Gave, sous François Hollande, de nombreux observateurs estimaient qu'il ne pourrait pas finir son mandat. Vous estimez aujourd'hui que Emmanuel Macron, le chef de l'État français, pourrait ne pas finir son mandat. Est-ce que vous pensez réellement que les Gilets jaunes, que ces Français qui montent des barricades un petit peu partout sur le territoire seraient en mesure de renverser le système politique français? Alors ça, c'est une question très embêtante parce que je suis très attaché à la légalité, puisque je suis un libéral et que la loi est ce qui est le plus important pour un libéral. Je ne suis pas fanatique de la Constitution de la 5e, ni rien du tout, mais en fait, j'ai pas envie de me retrouver dans un monde où vous auriez littéralement... on renverserait Louis-Philippe pour se retrouver avec Napoléon III, quoi. C'est pas un gros progrès, quoi. C'est pas... Parce que quand vous commencez à voir la rue qui renverse un gars, pourquoi pas la semaine prochaine, pourquoi pas la semaine d'après? Donc il faut qu'on reste dans le cadre de l'égalité. Donc je crois que ce qui va se passer, c'est que le président de la République va avoir de plus en plus de mal à gouverner, puisqu'il a perdu sa légitimité, qui est une notion gaulliste, et que donc à un moment ou à un autre, il va falloir qu'il aille devant le peuple. Il ne pourra pas la récupérer, cette légitimité, c'est foutu, là. Sauf s'il y a une nouvelle élection qui la gagne. Alors il peut faire un référendum sur un sujet qui lui tiendrait à cœur, soit dissoudre le Parlement et recommencer, et avoir un gouvernement de cohabitation, certainement. Mais je crois que dans l'état actuel des choses, il n'a plus la légitimité pour exercer le pouvoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Constitution de la 5e avait toujours une échappatoire qui était le référendum. C'est-à-dire que si le chef de l'État pensait qu'il avait perdu la confiance du peuple, il devait faire un référendum, qui s'apparentait à ce moment-là à un plébiscite, comme celui qu'on a eu pour De Gaulle en 1969. Mais je ne sais pas si vous remarquez, tous les présidents se donnent un mal de chien pour ne jamais aller au référendum, parce qu'ils savent très bien quelle serait la réponse du peuple. Mais celui-là sera peut-être le premier qui sera forcé à aller rechercher sa légitimité. S'il ne le fait pas, on a 3 ans et demi de galère. Charles Gave, je vous propose de faire une pause, on va revenir dans un instant. Sûr. Toujours en compagnie de Charles Gave, économiste, fondateur de l'Institut des Libertés, de GaveCal, société de conseil, auteur de plusieurs essais économiques. Charles Gave, voilà, vous affirmiez en septembre que peut-être Emmanuel Macron ne serait pas en mesure de finir son mandat. Vous pensez qu'il serait aujourd'hui nécessaire qu'il fasse un référendum, en tout cas pose une question solennellement aux Français. Si évidemment les Français le rejettent, qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'il faut de nouvelles élections présidentielles? Est-ce qu'il faut passer à une 5e République? Quelle 6e République? Une nouvelle République? Quelle République? Faire une nouvelle constitution, on en a fait tellement. Non, je crois que il peut poser 2 questions. Il peut poser une question à laquelle
il peut échapper, c'est-à-dire s'il dissout l'Assemblée et que les Français ont une majorité qui lui est hostile, ben, on a connu ça avec Mitterrand, on a connu ça avec Chirac. On fait un gouvernement de coalition, de cohabitation, et puis bon, il s'en sort, et il termine son mandat, bon, mais comme c'est un homme qui est très sûr de lui, et un peu narcissique, et tout, il va sans doute essayer d'aller à la rupture, hein, c'est-à-dire... et à ce moment-là, il faut qu'il pose une question, et si les Français répondent non, qu'il s'en aille comme De Gaulle, quoi. Et quelle que soit la question qu'il posera... De Gaulle, il est mort pas longtemps après le nom du... Ça aurait peut-être été fatal. Enfin, oui, il est mort de tristesse un peu, De Gaulle. Il est mort d'ennui quelque part là-bas. Mais il est mort, il est parti en 69 et il est mort en 71, oui. Donc il est mort 2 ans après. Mais enfin, il avait un certain âge quand même. Bien sûr. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que si on pose la question aux Français, dans l'état d'esprit des Français aujourd'hui, oui ou non, qui vont percevoir comme est-ce que vous voulez que Macron reste ou que Macron s'en aille, ils vont répondre non. Aujourd'hui, avec 80% des Français ou 70% qui sont pour les gilets jaunes et tout. D'autant plus qu'il s'est présenté sur l'idée qu'il représentait des forces neuves, et ça n'était qu'une nouvelle déclinaison des forces anciennes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qui gouverne de la même façon depuis toujours. Donc, il a vendu un paquet avec le mauvais emballage, quoi. Il a menti aux Français sur ce qu'il voulait vraiment. Il voulait faire la même chose que Juppé, faire la même chose que Jospin, faire la même chose. C'était toujours la même politique, etc. Cet abandon, justement, tout à l'heure, on en parlait des Français qui vivent dans la périphérie. Vous pensez que c'est une négligence ou que ça révèle vraiment une idéologie particulière ? Je crois que ça... Il y a quelque chose qui me surprend beaucoup, c'est que autrefois, les élites françaises, dans tous les autres pays, parce que la même chose se passe en Angleterre ou aux États-Unis, se tenaient obligés, par honneur en quelque sorte, de s'occuper des plus déshérités. Et aujourd'hui, les élites, c'est sans doute à cause du changement dans le système d'éducation, considèrent que ceux qui ne sont pas capables de se débrouiller tout seuls, c'est de leur faute. Et donc, ils n'ont qu'à se dépatouiller, et ils font qu'embêter tout le monde, et demander de l'argent alors qu'ils ne le gagnent pas, et tout et tout. Et donc, vous avez un vrai changement de civilisation. Les élites, aujourd'hui, considèrent que leur rôle, c'est, dans le fond, de s'occuper d'elles, les élites, et puis, les autres qui sont là-bas, ils sont embêtants, quoi. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont qu'à... Et c'est pour ça que j'ai été très scandalisé depuis l'élection de ce président, par le fait qu'il n'arrête pas d'insulter les petites gens. Vous n'êtes rien, les illettrés, vous êtes des fainéants, vous avez qu'à traverser la route. Et je me disais, mais... Travailler pour se payer un costard. Se présenter pour être embauché à l'inspection des finances. Je sais pas, mais... Il n'est pas bon de se moquer de quelqu'un qui vous est inférieur. C'est pas très élégant. Mais non, c'est pas très élégant. Donc je me suis dit, mais cette classe et cet homme manquent totalement d'élégance et d'empathie pour les petites gens. Et c'est une nouveauté extraordinaire dans l'histoire de France. Le roi de France était le premier des pauvres. Si vous voulez, c'était quand même... Louis XIV n'était pas le meilleur exemple. Louis XIV n'était pas le meilleur exemple, mais il se découvrait... Chaque fois qu'il voyait une femme sur la route quand il était à cheval, il enlevait son chapeau. C'était une paysanne, il enlevait son chapeau. Donc, quelque part... Il y avait une proximité. Il y avait une proximité et une reconnaissance de l'autre comme être humain. Charles Le Gave, est-ce que vous ne pensez pas qu'in fine, ce mouvement des Gilets jaunes est la résultante d'une dette publique qui explose et qui est en train d'avoisiner, en train de dépasser les 100% du PIB ? Alors, le truc de la dette publique, c'est quelque chose sur lequel on m'a posé beaucoup de questions. Et j'ai toujours dit aux gens, la dette n'a aucune importance. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est le taux de croissance de l'économie par rapport à la dette. Si vous avez un taux de croissance de 4% par an, et que vous empruntez à 2 ou 3%... On est bénéficiaire. Vous êtes bénéficiaire. Si vous empruntez à 2 ou 3% par an et que vous avez un taux de croissance de 0, vous faites faillite à l'arrivée. Donc la dette n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le rapport entre le taux de croissance de l'économie et le coût de la dette. Prenez le cas de l'Italie aujourd'hui. L'Italie aujourd'hui a des taux à 3% et un taux de croissance de 0. Donc vous savez qu'ils vont faire faillite, vous ne savez pas quand.
Mais si vous continuez à capitaliser les intérêts à 3 et la croissance à 0, il y a un moment où ils ne peuvent plus payer. Donc le drame de la France, c'est pas qu'on ait une dette, c'est qu'on ait cessé de croître. Oui, c'est pour ça que la dette en est à ce niveau-là. C'est pour ça que la dette en est à ce niveau-là et qu'elle devient insupportable. Donc encore une fois, pourquoi a-t-on cessé de croître? Parce que le poids de l'État dans l'économie n'a cessé de croître depuis. C'est-à-dire qu'on a suivi les politiques keynésiennes, que pour relancer l'économie, il faut augmenter les dépenses de l'État. Mais plus vous augmentez les dépenses de l'État, plus d'argent va à l'État, moins va au secteur privé, et plus la croissance baisse. Certaines personnes, Charles Gave, estiment que cette augmentation, cette explosion de la dette, c'est à cause de cette loi de 73 qui oblige l'État à aller se financer auprès des marchés financiers et non pas auprès de la Banque de France, comme elle le faisait avant cette date, à 0%. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Mais je vais leur répondre que ça me paraît une très bonne nouvelle, cette histoire de 1973. Parce que pourquoi voulez-vous que l'État se finance à taux zéro? Ils gaspillent le capital comme des fous. Ils font n'importe quoi avec notre pognon, et vous voulez en plus qu'ils empruntent à taux zéro? Il faut que l'État emprunte le plus cher possible pour arrêter de gaspiller notre fric. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vois pas pourquoi je devrais subventionner l'État pour faire des mauvais investissements. Il faut que l'État emprunte au prix de marché, de façon à éviter de prendre de pognon à quelqu'un d'autre qui en aurait fait un meilleur usage. Vous connaissez la parabole des talents. Vous savez, ce qu'on fait depuis 30 ou 40 ans en France, vous savez, il y a le Christ qui donne 4 talents, puis 2 talents, puis 1 talent. Puis 30 ans après, il y en a un qui rend 4 talents, plus 4 talents, 2 talents plus 2 talents, il y en a un qui avait enterré son talent. Mais ce qu'on fait, celui qui avait enterré son talent, qu'est-ce qu'on fait depuis 40 ans? On prend du pognon aux 2 qui en ont gagné, et on le donne à celui qui n'a rien fait. L'État, qui sert à rien, ou les types qui n'ont pas de capacité. Si vous passez votre temps à enlever du pognon à ceux qui l'utilisent bien pour le filer à ceux qui font n'importe quoi, l'État, à 0%, vous vous retrouvez en Union soviétique. Ça va sauter. Mais Charles Gave, cette loi de 73, il me semble que son esprit, c'était justement de faire en sorte que, comme il y avait un taux d'intérêt important, ça allait l'empêcher d'aller emprunter. Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où Or, c'est pas le cas. Or, ils ont continué à, malgré cette importance de taux, 3-4%, l'État a continué à aller s'endetter. Bien entendu. Mais ça, c'était un des ennuis de la démocratie, c'est-à-dire que la démocratie, c'est le vote de l'impôt. C'est comme ça que ça a commencé en Angleterre, pendant la glorieuse révolution en 1689. Les citoyens votaient l'impôt. Fort bien. Mais qu'est-ce que c'est que la dette? C'est de l'impôt différé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accable d'impôts nos petits-enfants qui n'ont pas voté pour cette dette. Donc, une dette qui est acceptée par un État, c'est un truc non démocratique où vous faites payer des gars qui ne sont pas nés au moment où vous émettez la dette. Donc, accumuler de la dette, c'est un déni de démocratie. Ça devrait être interdit par la Constitution. D'ailleurs, c'est interdit par la Constitution en Suisse, en Allemagne et dans des pays comme ça. Je veux dire par là, c'est que vous piquez de l'argent à vos petits-enfants qui n'ont pas voté pour ça. Eux, ils ne seront pas d'accord, mais par contre, ils sont forcés de rembourser. Parce que, dites-vous bien que la dette, c'est que de l'impôt différé, hein. Charles Gave, vous n'avez pas quand même l'impression pour cette loi de 73, le fait qu'elle ait été votée un 3 janvier, c'est-à-dire un jour où les Français ont encore un petit peu la gueule de bois, voilà, on a voulu quand même faire passer cette loi à un moment quand même. Mais je ne vois pas du tout, si vous voulez. Il ne faut pas confondre le stock d'argent avec le stock de richesse. Hein. Donc si vous permettez à l'État, il y a un stock d'épargne fini en France. Il y a un stock d'épargne qui est fini. Si vous faites emprunter la plus grosse partie de cette épargne par l'État, il y en aura d'autant moins pour les autres. C'est-à-dire les entrepreneurs, par exemple. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire? Je suis en train d'essayer de vous dire que la loi de 73, avant, ce qui se passait, c'est que l'État se finançait gratuitement. Et donc, ce qui se passait, c'est que ça se faisait au détriment des épargnants. Oui. Et donc les épargnants, la taux d'inflation était à 10%, on leur donnait du 3 ou du 4%, et ils perdaient 6% de leur capital par an. D'accord. C'était une injustice totale, quoi. Donc si on supprimait cette loi de 73, justement, ça nuirait aux épargnants, alors. Si on y retournait, bien sûr, mais on y est retourné, puisque qu'est-ce que fait aujourd'hui la BCE? Elle achète toute la dette française à zéro. Et donc, ce qui se passe, c'est que les épargnants ne touchent plus rien, et que les riches s'enrichissent, et que les pauvres s'appauvrissent. Parce que leur épargne ne rapporte plus rien.
Donc, si vous voulez, encore une fois, c'est quand même stupéfiant de penser qu'il y a des gens qui croient qu'en manipulant un prix, comme le prix des taux d'intérêt sur l'épargne, etc., ils vont avoir des résultats positifs. C'est comme si vous me disiez que bloquer les prix de la baguette ou bloquer les prix des loyers, ça n'a jamais marché dans l'histoire. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'une manipulation de prix par un État qui ne soit pas terminée par un désastre. Et là, c'est une manipulation de prix par l'État en sa faveur, qui a été supprimée. Ben, c'était pas mal. Pour terminer cette deuxième partie, Charles Gave, j'aimerais vraiment que nos téléspectateurs comprennent bien ce dont on est en train de parler. Expliquez-nous pourquoi un système productif et capitaliste, que vous venez un petit peu nous expliquer, enfin très, très brillamment, doit fonctionner avec un taux d'intérêt de marché. J'aimerais que vous essayiez encore plus de ramasser votre pensée. Alors, je vais essayer de le faire. C'est pas une des questions les plus faciles, mais c'est une question que je vais essayer de traiter, puisque vous me la posez. Elle est fondamentale, je trouve. Elle est fondamentale. Imaginons que vous ayez... Le taux de marché, dans le fond, c'est celui où l'épargne, l'offre d'épargne et la demande d'investissement sont les mêmes. C'est-à-dire que, grosso modo, vous avez trouvé un équilibre entre l'offre d'épargne et la demande d'investissement, et ça vous mettons qu'on bloque à 4%. À ce moment-là, il n'y a que les gars qui investissent et qui vont gagner 5, 6, 7 qui peuvent emprunter à 4. Tous ceux qui feront du 1 ou du 2, bah, ils vont pas payer 4 pour investir à 1, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça permet aux entreprises médiocres de ne pas croître, et le capital va aux entreprises performantes qui croissent à 4, 5, 6%. Et donc le capital, le travail va vers ces entreprises, les autres périclitent doucement, et on a un système un peu darwinien, mais qui marche doucement. Mais qui marche très bien, c'est comme ça que ça marche. Imaginez maintenant que la Banque centrale, dans sa grande sagesse, décide de mettre les taux d'intérêt à 1%, plutôt qu'à 4%, parce que ça va relancer l'économie ou je ne sais quelle bêtise. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui ont des actifs, qui ont des immeubles, qui ont des entreprises, etc., vont pouvoir emprunter à 1 pour investir, non pas dans des nouvelles usines, mais pour investir dans une usine qui existe déjà, qui est à 3. Et donc, ils vont prendre du levier, ils vont emprunter pour acheter une usine. Donc, les actifs vont aller vers ceux qui ont déjà des actifs. Donc, les riches vont devenir de plus en plus riches, comme ça va s'aggrager. Mais comme ils ne font pas d'investissement, ils achètent des affaires déjà existantes ou des immeubles déjà existants, etc., il n'y a plus de gain de productivité, puisqu'il n'y a plus d'investissement. Et donc, les pauvres s'appauvrissent. Et donc, si vous manipulez le taux de marché à la baisse, ce que la Banque Centrale Européenne fait depuis 15 ans, qu'est-ce qui se passe? Les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, et on élit des démagogues. C'est pas possible autrement, parce que les gens se disent, je suis en train de me faire enfler. Je travaille de plus en plus et je gagne de moins en moins. Et mon patron, il a foutu la moitié des gens à la porte parce qu'il a emprunté pour acheter mon entreprise, et maintenant il doit rembourser la dette, donc il fout la moitié des gars à la porte. Mais c'est abominable. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les taux d'intérêt bas, c'est une saloperie inventée par les riches pour s'enrichir plus. Merci Charles Gave, c'est la fin de cette deuxième partie. On revient dans un instant pour la dernière partie de Politique Éco. Toujours en compagnie de Charles Gave pour cette troisième et dernière partie de Politique Éco. Charles Gave, vous appelez également le chef de l'État à faire une réforme fiscale de qualité. Charles Gave, président, quelle réforme de qualité feriez-vous? D'abord, première chose que je ferais si j'étais nommé président, c'est que je donnerais ma démission, parce qu'à 75 balais, j'ai pas l'intention de me mettre ça sur le dos. Vous êtes en pleine forme. Oui, je suis en pleine forme, mais non, il y a des trucs. Et puis vous savez, il y a des gens qui sont capables de conseiller, il y en a d'autres qui sont capables d'agir. Donc c'est pas tout à fait, moi je suis plutôt dans le style conseiller. Bon, enfin, bref. Qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je proposerais comme réforme si j'étais là? Pour faire adhérer les Français à un projet. Pour faire adhérer les Français à un projet. La première des choses que je ferais, c'est que je dirais aux gens, il faut que tout le monde prenne le même risque devant la politique. C'est-à-dire que le fonctionnaire deviendrait inéligible. C'est-à-dire qu'il a le droit de se présenter, mais avant de se présenter, il doit donner sa démission de la fonction publique pour toujours.
C'est, à mon avis, une des réformes les plus importantes, parce qu'aujourd'hui, dans le Parlement français, je crois qu'il n'y a qu'une quinzaine de professions qui sont représentées. Il n'y a plus beaucoup d'ouvriers, plus beaucoup d'agriculteurs. Plus d'ouvriers, plus d'agriculteurs, plus tellement de docteurs, etc. Alors que dans le Parlement britannique, il y a 250 professions qui sont représentées. Donc, on a sélectionné notre personnel politique, qui viennent en majorité de la fonction publique ou de la fonction parapublique. Ils n'ont jamais pris de risque, puisque s'ils sont battus, ils retournent dans leur corps d'origine et continuent leur carrière jusqu'à la prochaine élection où ils sont réélus. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont tout le temps proposer des politiques qui favoriseront la fonction publique. C'est-à-dire que si vous aviez une assemblée où il n'y a que des coiffeurs, ils prendraient des mesures favorables aux coiffeurs, quoi. Ça paraît évident. Donc, la première des choses, si vous voulez, c'est qu'il faut, si vous voulez réformer l'État, comme l'État est contrôlé aujourd'hui de façon politique par la fonction publique, il faut enlever, il y avait une fonction administrative, une fonction politique, et depuis la Constitution de la 5e, les deux ont fusionné. Il faut faire réapparaître la fonction administrative indépendante du politique et réintroduire le risque dans la politique au-dessus. Vous êtes battu, vous vous débrouillez, vous allez trouver un boulot où vous pouvez, mais vous ne retournez pas dans la fonction publique. Donc il me semble que c'est une réforme essentielle parce que elle permet de sortir de cette monoculture que nous avons dans la fonction publique et politique aujourd'hui en France, où, si vous voulez, on a le choix entre Juppé, inspecteur des finances, ou Macron, inspecteur des finances, ou entre Chirac, qui est conseiller d'État, ou Fabius, qui est conseiller d'État, mais je veux dire, il y a d'autres gens que des inspecteurs des finances et des conseillers d'État en France. Il y en a peut-être qui sont compétents ailleurs, des chefs d'entreprise, comme par exemple Monory, qui était garagiste et qui a été un remarquable ministre des Finances. Bon. Donc la première des choses, si vous voulez, c'est ramener la fonction publique dans l'administration et la sortir de la politique. Parce que c'est ça dont rêve la France. Hein. Donc ça, c'est une des premières des choses. La deuxième des choses qu'on peut faire, c'est organiser un référendum d'initiative populaire, de façon à ce que le peuple retrouve le droit à la parole. Je ne vois pas du tout pourquoi on ne pourrait pas faire un référendum d'initiative populaire où 3 millions de personnes demandent un référendum, je ne sais pas, sur, par exemple, le traité de Marrakech. Je trouve ça absolument scandaleux que la France ait signé sans que le peuple français ait été consulté sur ce qui peut engager son avenir. La politique d'immigration, c'est quand même quelque chose qui est très important. Et la troisième chose que je ferais, c'est que je demanderais un immense audit des finances publiques, fait par les cours des comptes, avec l'aide de la population, les volontaires, etc., pour savoir où va mon pognon. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a pas un député qui comprend la loi de finances quand il la vote. Il n'a pas la moindre idée de ce qu'il vote. C'est tellement compliqué, ça fait 5000 pages ou je ne sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Donc, encore une fois, la seule réforme à faire, c'est de réintroduire de la clarté dans les rôles de chacun. Si vous voulez faire de la fonction publique, c'est très bien, mais à ce moment-là, vous ne ferez pas de politique. Vous serez neutre. Moi, j'ai eu des tas de parents, grands-parents, etc., dans la fonction publique. Eh bien, ils étaient complètement neutres politiquement, dans l'armée, etc. Vous n'aviez pas le droit d'avoir une opinion politique. Et puis, avec Giscard, on a commencé avec cette espèce de mélange crasseux entre l'administration et la politique. Vous passiez de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Et ça, c'est pas acceptable. Charles Gave, en attendant cette éventuelle ça coûterait rien, tout ça. Ça coûterait rien. Je propose aucune réforme qui coûte quoi que ce soit. Hein. En attendant cette réforme de la fiscalité que les Français attendent depuis longtemps... 1789, par là. Les Français, en tout cas beaucoup d'observateurs, aujourd'hui redoutent un krach financier qui est, selon beaucoup, imminent. Comment protéger son patrimoine aujourd'hui si notre banque fait faillite? C'est une question qu'on vous a déjà posée. Alors, je vais essayer de répondre en retournant à la base. À la source. Vous pouvez avoir quelque chose qui a de la valeur parce que ça vous appartient, votre appartement, votre maison, etc. Donc ça, c'est la propriété, qui est un droit constitutionnel. Hein, c'est inscrit dans la Constitution. Et puis, vous pouvez signer un contrat avec quelqu'un, où vous lui prêtez de l'argent, par exemple, et il vous le remboursera, et vous vous mettez d'accord sur le taux d'intérêt et sur la durée du contrat. Vous lui prêtez pour 5 ans, pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, ça n'a pas d'importance, vous avez un contrat. Donc, il faut bien vous rendre compte qu'il y a deux choses qui ont de la valeur dans le système, les contrats et la propriété. Ils sont deux choses différentes, hein. C'est deux univers juridiques différents. Eh bien, depuis l'arrivée de l'euro, les gouvernements
ont manipulé les prix des contrats comme jamais dans l'histoire. Ils ont fait des faux taux d'intérêt, des faux taux de change, des fausses durations, avec quelqu'un qui achetait ses obligations avec de l'argent qui n'existait pas, c'est-à-dire la BCE, qui achetait de l'argent, qui achetait des obligations françaises. Par exemple, aujourd'hui, les obligations françaises à 10 ans sont à 0,8. Qui peut penser qu'un prix de marché pour les obligations françaises à 10 ans serait à 0,8, alors que l'inflation est à peu près à 1,5 ou à 2? Donc on sait très bien que c'est un faux prix. C'est un prix qui n'a pas de rapport avec le marché, c'est un prix qui a été décrété par M. Draghi dans sa grande sagesse, tout seul là-bas, et il a décidé on achète les obligations françaises à 0,8. Bon, très bien. Mais ça veut dire que tous les contrats que vous avez en portefeuille, les obligations, tout ça, ça ne vaut rien, puisque ce sont des faux prix. Un jour, on retournera au vrai prix, et tous ces contrats verront leur valeur s'écrouler à 20%, 10%, etc. C'est comme la dette grecque que vous avez achetée. Donc ne surtout pas avoir d'obligations publiques d'État. D'État, tout ce qui a à voir avec l'État, puisque vous savez qu'il va vous enfler. Il ne peut pas vous rembourser, il a des dépenses qu'il ne peut pas couvrir, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de vous enfler sur les contrats que vous avez avec lui. Par contre, vous pouvez avoir de la propriété, vous pouvez avoir des actions à liquide, vous pouvez avoir des actions des Schneider, vous pouvez avoir des actions LVMH. L'or, c'est encore une valeur sûre? L'or, c'est le seul actif qui n'est pas de passif. Donc, si vous voulez, oui, surtout si vous pensez qu'il va y avoir un gros problème dans les contrats en Europe, un jour ou l'autre, quand l'Italie sort de l'euro, j'en sais rien, à ce moment-là, le franc français, quand il réapparaîtra, ira à sa valeur de marché normale, vous perdrez 30 ou 40% dessus. Mais à ce moment-là, si vous avez de l'or, lui, il gardera sa valeur internationale. Donc, vous gagnerez 30 ou 40% sur l'or, ou un peu plus, juste parce que vous avez un rééquilibrage, quoi. Donc, c'est une façon, dans le fond, de jouer la dévaluation du franc qui arrive, quoi. Ce krach financier, quand il se produira, Charles Gave, vous estimez qu'il pourrait se produire dans un pays de la zone euro. Pourquoi de la zone euro? Parce que c'est là qu'il y a le plus de prix faux, de faux prix. Vous avez assez peu de faux prix en Asie, vous en avez un petit peu aux États-Unis, mais en Europe, tous les contrats sont faux. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire, il n'y a eu une telle tentative de fausser le prix des contrats aussi massive. Mais donc, qui fausse le contrat, en fait? C'est la BCE qui achète des obligations françaises en émettant de l'euro en échange. Et c'est la loi de 73 qui a été rééquilibrée, quand vous voyez le merveilleux résultat. Vous pensez que ce krach serait susceptible de provoquer la chute de l'euro? Ah oui, bien sûr. Et à ce moment-là, il faudra acheter l'Europe, massivement. Parce qu'on sortira enfin de cet enfer. Vous savez, l'euro, c'est assez simple. Vous imaginez que vous êtes un fabricant de chaussures et que vous dites aux gens, bon, mais tout le monde fait du 42 en moyenne, donc je fais que des chaussures qui font du 42. Donc les Français qui chaussent du 45, ils ont mal aux pieds. Les Allemands qui font du 38, ils flottent. Ils flottent. Et donc, donc ce que je veux dire, c'est qu'une monnaie, ça représente un équilibre dans une nation. Comme disait en VF, c'est l'égo collecteur des droits collectifs non gagnés, ce qui est une belle formule. Et donc, les droits collectifs non gagnés sont plus importants en France qu'en Allemagne, plus importants en Italie qu'en France. Donc, avoir la même chaussure pour tous ses pieds, faut être idiot. C'est une idée idiote. C'est d'essayer de transformer les Allemands et les Italiens en Français. Est-ce que cette chute de l'euro, vous pensez cette disparition de l'euro, vous pensez qu'elle sera au bénéfice des Français? Elle sera, ou en tout cas de ceux qui travaillent, des entrepreneurs massivement, parce qu'ils seront nouveau concurrentiels. Ça mettra l'Allemagne en faillite, puisque nous, on s'en portera très bien, merci. Et puis voilà, quoi. Mais encore une fois, c'est un accroissement de la liberté. On retourne vers la liberté des prix, la liberté d'échange, la liberté des marchés. Et j'ai jamais vu un pays s'appauvrir ou s'attrister parce qu'il y avait plus de liberté. C'est comme si les gens me disaient que dans le fond, en Union soviétique ou en Pologne, on vivait mieux quand il y avait le système communiste, quoi. Mais Charles Gave, certains vont vous dire que si on retourne à la monnaie avant l'euro, c'est-à-dire le franc, dans le cas de la France, la dette française va prendre 30%. Rien du tout, puisque la plus vieille loi en droit international des monnaies, c'est une loi qui s'appelle la Lex Monetae, qui précise que la dette française était mise dans la monnaie qui a cours dans l'État souverain français. Donc on passe un acte du Parlement en disant que la dette française est maintenant, elle a toujours été. Et aujourd'hui, je signale que la dette française était mise dans la monnaie qui a cours dans l'État souverain français, c'est-à-dire qu'elle n'est pas émise en euros. Elle est émise dans la monnaie qui a cours dans l'État souverain français, dans les prospectus. Ce qui veut dire que si on passe de l'euro au franc français, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de faillite, il n'y a rien.
C'est un truc qui est parfaitement normal. On a changé la monnaie qui a cours dans l'État souverain français. Le type qui a acheté l'euro, il a pris son risque. Hein. Donc la dette n'explosera pas en cas de retour au franc. Mais rien du tout, il restera même niveau. Exactement. Sauf la dette qu'aurait mis quelqu'un à Londres en euros, je ne sais pas, Peugeot qui mettait une dette à Londres en euros, à ce moment-là, c'est plus les tribunaux français qui jugent. Mais du coup, il y aura... Personne ne sera perdant. Sauf les gars du Qatar qui ont plein d'obligations françaises. Et l'Allemagne ? Et l'Allemagne, elle fait faillite. Ben, l'Allemagne, elle a 1000 milliards d'euros de créances qu'elle a prises sur la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, etc. Donc la question est assez simple, c'est qui préférez-vous être, le grec qui a la Mercedes ou la compagnie d'assurance allemande qui a le papier du grec disant qu'il paiera la Mercedes un jour? Bon, ben l'Allemagne a 1000 milliards d'euros de papier qu'elle a reçu de gens qui lui disent qu'ils lui repaieront la dette. Les gens lui repaieront la dette, mais on lui repaiera en francs français. Charles Gave, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'Italie qui est peut-être l'étincelle qui va tout faire sauter en Europe. Les Italiens se sont dotés d'un gouvernement de coalition entre des populistes de droite et des populistes de gauche qui ont récemment élaboré un projet de budget qui a fait hurler Bruxelles, notamment le commissaire français à l'économie Pierre Moscovici. Pensez-vous que cette crise politique en Italie soit susceptible de mettre fin à l'euro et même à la technocratie de Bruxelles? Mais je crois, si vous voulez, qu'il faut se poser une question constitutionnelle et presque philosophique, là. Il ne peut pas exister dans un pays un État où il n'y ait pas un souverain. La notion de souveraineté, vous savez, le souverain. Par exemple, quand les Suisses votent dans un référendum, le lendemain matin, dans les journaux de Genève, vous avez le souverain à trancher. Le souverain, c'est le peuple. Le souverain pouvait être le roi, autrefois. Vous pouvez être le type avec la plus grosse massue, enfin bref. Mais aujourd'hui, depuis la fin du 19e mois, on est tous d'accord que le souverain, c'est le peuple. Or, aujourd'hui, ce que nous dit la Commission, c'est que c'est elle le souverain. Que donc la souveraineté de la Commission est supérieure à la souveraineté du peuple italien. Donc à un moment, il va y avoir une bagarre pour une question de budget ou j'en sais rien, entre la Commission et le gouvernement italien, et le gouvernement italien dissoudra le Parlement et demandera son avis au peuple, qui est le souverain. Est-ce que votre gouvernement ou Bruxelles? Ou Bruxelles. Et poser la question, c'est y répondre. Et le jour où ils poseront la question, l'euro est mort. Charles Gave, j'aimerais qu'on termine notre émission par une question un petit peu plus philosophique, en tout cas théologique. C'est pour parler de votre ouvrage qui était paru en 2005, Un libéral nommé Jésus. En quoi Jésus était un libéral? Non, je ne posais pas la question comme ça. Je dirais en quoi le libéralisme est-il une émanation directe du christianisme. C'est pas du tout la même chose. Pour une raison assez simple, c'est quand j'ai publié mon premier livre, qui s'appelait Des lions menés par des ânes, dans lequel j'expliquais que l'euro était une ânerie, qui avait été un best-seller d'ailleurs. Il y a tout un tas de mes amis qui m'ont dit, c'est très bien, j'expliquais comment une économie fonctionnait dans la réalité, qu'il fallait 3 joueurs, il fallait du capital, il fallait du travail, il fallait un type au milieu, qui était en quelque sorte celui qui prenait de risque, l'entrepreneur. Donc vous aviez besoin de l'entrepreneur, du capital et du travail. Ce que font les marxistes, c'est qu'ils pensent qu'au capital et au travail, ils ne mettent jamais l'entrepreneur, qui est dans le fond le paratonnerre à risque. C'est celui qui prend les bons. Et j'expliquais que c'était comment ça marchait une économie, ils ne sont pas bien originales, c'est Schumpeter ou c'est Solow, qui sont des grands professeurs d'économie. Et puis il y a tout un de mes copains qui m'ont dit, ton livre est très bien, il est très intéressant, mais il n'est pas moral. Alors je dis, tiens, non, pourquoi il n'est pas moral? Eh bien, ils m'ont dit, parce que c'est contre ce que dit l'Évangile. Alors je me suis dit, tiens, je vais relire les Évangiles. J'ai relu les Évangiles, et là je me suis rendu compte d'un truc extraordinaire. C'est que quand vous lisez les Évangiles avec un œil d'économiste, qui était le mien, non pas de théologien, vous remarquez 2 choses qui sont extraordinaires. La première, c'est que Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Jamais le Christ ne s'intéresse... Ou à 3. Ou à 3. Au groupe. Oui, mais ils sont 1. Mais il ne s'intéresse pas au groupe, si vous voulez. Il n'y a pas les socialistes d'un côté et les capitalistes de l'autre. Il veut avoir un rapport avec vous, personnel, et c'est la seule chose qui l'intéresse. Le fait que vous soyez de droite ou de gauche, il va avoir un rapport personnel avec vous, de 1 à 1. C'est la seule chose qui l'intéresse. D'après le Christ, moi.
Et la deuxième chose qui est évidente, c'est que vous lisez les évangiles, et tous les gars qui prennent des risques, la femme adultère ou n'importe quoi, ils sont toujours pardonnés. Les gars qui sont jamais pardonnés, c'est les gars qui prennent pas de risques, les rentiers, les pharisiens, etc. Donc si vous additionnez... Malheur à vous les pharisiens. Malheur à vous les pharisiens. Et donc si vous additionnez ces deux choses, le primat de l'individualité et le primat de la prime de risque, c'est tout le libéralisme. C'est là-dessus que tout le libéralisme... Le libéralisme vient de ces deux notions essentielles. Et pour qu'on ait le primat de la liberté et le primat de l'individu, il faut qu'il y ait égalité de tous devant la loi. Et donc le libéralisme, ça n'est pas une doctrine économique, c'est une doctrine juridique. Il faut que tout le monde soit égal devant la loi. Et aujourd'hui, le drame de la France, c'est que vous avez des tas de gars qui sont plus égaux que les autres. Et mais donc, pour vous chatouiller un petit peu, bien sûr, quand même pour terminer, Charles Gave, est-ce qu'un vrai libéral aurait chassé les marchands du temple? Ben oui, parce qu'ils étaient à un endroit où ils n'avaient rien à foutre. Ils étaient dans le temple. Ouais. Il ne les aurait pas chassés s'ils avaient été à Jérusalem. Il n'est pas allé taper sur les marchands à Jérusalem. Il est allé sur les gens qui vendaient cette relation de 1 à 1. Donc Jésus n'est pas un libéral de connivence, c'est un vrai libéral. C'est un vrai libéral, c'est-à-dire qu'il a dit aux gens, quand vous êtes dans le temple... avec les marchands. Non, quand vous êtes dans le temple, vous ne faites pas de relation de commerce. Parce que c'est l'endroit où vous avez la relation de 1 à 1 avec Dieu. Donc les marchands n'ont pas à être là, ils doivent être plus loin. Là, un endroit où vous pourrez aller acheter votre truc que vous voulez, si vous voulez. Donc il les a chassés. Mais il les a chassés non pas parce qu'ils étaient marchands, mais parce qu'ils étaient au mauvais endroit. Ils se mettaient entre Dieu et moi. Et ça, c'était inacceptable pour le Christ. Donc c'est pas du tout une relation contre le marchand, c'est qu'ils étaient... C'est un petit peu, si vous voulez, comme les... Allez, on va prendre la vente des indulgences. La vente des indulgences, c'était se mettre entre Dieu et le chrétien. À l'époque, ça amenait au luthérianisme. Merci Charles Gave, j'espère que notre entretien aura intéressé nos téléspectateurs. Je pense que vous seriez d'accord pour revenir après les européennes pour parler de ce qui se sera passé lors de ce scrutin. Qui est très important, parce que c'est la première fois depuis très longtemps qu'un scrutin européen va être important, parce que ce qu'il faut faire en Europe, c'est pas difficile, il faut faire le Bruxit, c'est-à-dire sortir Bruxelles de l'Europe. Toute l'Europe est très bonne, il n'y a que Bruxelles, c'est-à-dire toutes les imbécilités qu'a fait Delors, qu'il faut sortir de l'Europe. C'est ça qu'il nous faut en l'air. Il faut retourner à l'Europe d'avant Delors. Je donne donc rendez-vous à nos téléspectateurs avec Charles Gave en mai prochain pour parler du résultat des européennes. Merci de nous avoir suivis. Merci monsieur. Merci beaucoup.